Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision catholique Likia et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme qui reçoit souvent pour vous plusieurs acteurs militants pour la défense des plus démunis et ceux qui ne peuvent pas se défendre. Cette émission reçoit pour aujourd'hui Maître Henri Wemboloa ou Tchoudi Kenge, qui est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, mais aussi coordonnateur de ReproDev, qui est le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, des victimes, témoins et professionnels des médias. Bonsoir maître et bienvenue. Merci beaucoup Madame Sophie. Oui, avec mon invité, fidèles téléspectateurs, nous allons passer en revue ce qui constitue l'actualité dans notre pays avant de parler de la torture. Qu'est-ce qu'est la torture? On va définir tout ça. Mais avant de poursuivre avec cette émission, nous allons devoir suivre un élément à la technique et puis on revient pour continuer. Si nous parlons le même langage avec la technique, elle nous balance cet élément et après on revient pour continuer. Le dernier développement politique en RDC, les activités des composantes de la MONUSCO et la situation militaire, ce sont là les points essentiels que Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO, a échangé avec la presse. Dans le cadre de la mission des bons offices confiée par la résolution 2348, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou, a rencontré tous les protagonistes de la crise pour essayer de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre intégralement et de bonne foi l'accord du 31 décembre. Sur le plan militaire, la situation sécuritaire dans la partie occidentale de la République, y compris la ville-province de Kinshasa, a été jugée calme durant la semaine écoulée. Dans les provinces situées dans la partie centrale, notamment les Kasaï et les Kasaï centrales, elle a été jugée imprévisible et tendue du fait de l'activisme des miliciens Kamouina Sapou ayant généré l'insécurité à grande échelle et le déplacement des populations civiles dans 5 provinces voisines environ. Durant les mois de mars 2017, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 547 violations des droits de l'homme sur tous les territoires de la RDC, ce qui représente une hausse importante par rapport au mois de février 2017, au cours duquel 461 violations avaient été documentées. Merci à la technique pour cet élément. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de le dire tantôt, nous poursuivons avec cette émission pour parler des tractations menées par la MONUSCO pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, la situation sécuritaire mais aussi militaire sur toute l'étendue de la République. Mettre votre commentaire là-dessus. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des Congolais ont les regards tournés vers les acteurs politiques. Et donc, les hommes ont perdu leur souffle. Le temps d'attendre, qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qui se fait pour que l'accord du 31 décembre 2016 de la CENCO puisse être appliqué et que cela évite des catastrophes, pour que cela évite des conflits, pour que cela permette à ce que les élections soient organisées et que le climat pacifique, le climat tendre et qui permette aussi que tout le monde puisse vaquer à ses occupations calmement. Nous avons tous droit au bonheur et voilà. Donc sur ce volet politique, ce sont des regards tournés vers les décideurs, vers les acteurs politiques. Et là, notre plaidoyer, notre demande, c'est qu'on voie l'intérêt de la nation plutôt que des intérêts partisans, des intérêts personnels. Par rapport à la situation de la sécuritaire, oui, c'est vrai, bon, il y a par-ci par-là des petits problèmes, mais comme le mot à l'occasion du point de presse de la MONUSCO dit que la situation est presque relativement calme sur toute l'étendue de la République, sauf dans les Kasaï. Oui, là aussi c'est un problème. N'oublions pas aussi de signaler ici la découverte de fosses communes dans les Kasaï, selon les experts de l'ONU. Qu'est-ce à dire?
ça signifie qu'il y a des problèmes sérieux dans les Kasaï. Nous savons qu'il y a la milice Kamwena Sapo, ça crée toujours un désordre, et donc les gens ne savent pas, ne comprennent pas, donc rien n'est encore très clarifié par rapport à cette situation. Et c'est pourquoi je crois que tout cela qui demande qu'il y ait des enquêtes indépendantes, ils ont raison. Et à cela, il faut aussi donner une grande importance aux tractations pour amener la paix. Et cette paix ne sera durable que si on prend en compte les revendications de toutes les parties. Mais maître, une petite question me vient en tête. Est-ce que la MONUSCO a pour mission la restitution de ce qui s'est fait sur toute l'étendue de la République, ou elle doit agir parfois? Pourquoi elle ne fait que la restitution? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? La MONUSCO fait son travail. Et la restitution qui vient de nous être faite, ouais, c'est de nous dire qu'il y a des activités menées par le représentant du secrétaire général, la personne de Maman Sédikou, qui a été en contact avec les autorités. C'est ça, faire quelque chose. Parce que l'autorité, donc le numéro 1 de la MONUSCO ne va pas décider. Ce qu'elle peut faire, c'est avoir des contacts, faire des propositions, on appellerait même des recommandations, et même rapporter ce que les experts ont trouvé sur le terrain, comme la situation, par exemple, des fosses communes, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été tués et qui ont été enterrés comme des poupées ou comme de n'importe quoi, ce qui porte quand même atteinte à l'honneur des Congolais et à toute notre dignité de la RDC. Et donc, il est important que l'autorité qui apprend ces nouvelles soit amenée à poser des actes, parce que les autorités nationales ont leur part de responsabilité dans tout ce qui se fait sur l'étendue du territoire. Et la MONUSCO, d'autre part, qui est là comme une mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, pour la consolidation de la paix, a aussi ce qu'elle fait, mais toujours de manière concertée avec le gouvernement. Donc on ne peut pas dire que la MONUSCO ne fait pas son travail, elle le fait, mais il faut qu'il y ait une compréhension, une concertation, et que les choses puissent évoluer dans le meilleur sens. Merci maître de cet éclairage sur la situation sécuritaire et les tractations menées par la MONUSCO pour mettre toute la classe politique ensemble. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec Droits de l'homme à la portée de tous, votre émission, pour parler de la torture. Maître, qu'est-ce qu'est la torture? La torture, d'abord, vous la définissez avant de continuer avec ces thèmes. Madame, la torture, nous devons la définir en nous référant à la loi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une loi qui a fait de la torture une infraction autonome, c'est-à-dire une infraction comme toutes les autres infractions. Et lorsque nous lisons cette loi, il est dit: tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au fin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une discrimination quelle qu'elle soit. Cette personne-là sera punie. Donc, quand on parle de la torture, on voit un acte qui inflige, un acte par lequel une personne, surtout un agent de l'État, ça peut être un policier, ça peut être un agent de parquet, ça peut être un agent de service de sécurité comme l'ANER, ça peut être un agent de la DEMIAP, qui inflige une douleur atroce sur un individu, soit pour obtenir des renseignements. La personne est accusée, mais la personne dit: je suis innocent. Et pour obtenir d'elle des aveux, il faut la torturer, il faut donc donner des coups,
il y a plusieurs actes dans le cadre de la torture. Donc, on lui inflige une douleur grave, aiguë, qui fait qu'il doit se laisser et il doit parler. Et par moments, la personne peut dire même des choses qui n'existaient pas, pourvu qu'il soit soustrait de cette souffrance aiguë. Mais c'est aussi une souffrance sur le plan physique. Et tout ça dans l'objectif d'obtenir des aveux, ou bien d'intimider la personne elle-même, ou les tiers, ça peut être même les membres de sa famille, de faire pression sur un individu pour qu'elle puisse libérer quelque chose ou un intérêt quelconque, qu'il puisse se décharger ou abandonner un droit quelconque. Donc voilà, tous ces comportements-là, qu'un agent de l'État ou une autre personne qui n'est pas agent de l'État, mais le fait en connivence avec l'agent de l'État pour se faire souffrir, pour obtenir des aveux, pour obtenir des informations, pour punir même quelqu'un qui a commis un acte, mais on va le soumettre à ces souffrances-là. Tout ça, c'est ce que nous appelons la torture, qui est vraiment un acte qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine, toute personne humaine, et même à l'intégrité physique des personnes. Merci, maître, de cette explication sur la torture. Mais est-ce que, maître, on peut poursuivre celui qui torture l'autre? Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires là-dessus? Et vous ne trouvez pas que torturer quelqu'un, c'est une sanction vis-à-vis de l'erreur qui a été commise, Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal qu'on torture celui qui doit avoir comme sanction cela? C'est intéressant, madame, comme question. Parce que quand on parle de la torture, on voit l'agent de l'État qui inflige une douleur. La torture est interdite par la loi. Dans notre pays, même la Constitution interdit la torture. Et selon la Constitution, là c'est l'article 62, on dit « La torture n'est admise dans aucune circonstance ». Ce n'est pas parce qu'un individu a commis une faute quelconque, ou une infraction, ou une erreur quelconque, ou a tué, qu'on doit soumettre cette personne à des actes inhumains, à cette souffrance-là. Il faut laisser le temps à la justice pour que la justice établisse la responsabilité et qu'elle puisse retenir une peine pour cet individu. Pourquoi, madame? Parce que l'acte commis par l'individu n'est pas acceptable par la société. Et cet homme, nous le considérons comme un marginal. On peut le considérer comme un colonna. On peut le considérer comme un hors-la-loi. Tous les termes qu'on peut utiliser pour dire que c'est une personne de bas niveau, qui réfléchit mal, qui se comporte mal. Mais si cette personne se comporte de la sorte, et que l'État, qui réfléchit mieux que quiconque, parviennent à commettre les mêmes actes qui sont condamnés par les lois, tous les actes de la République, vous trouvez que l'État ne peut pas délinquer comme un individu. C'est pour cette raison que nous avons les cours et tribunaux, nous avons les parquets pour juger les personnes et qu'elles soient sanctionnées de manière acceptable, dans le cadre, n'est-ce pas, de la civilisation. Parce que la torture, c'est un acte barbare, c'est un acte sauvage. Mais quelque part, monsieur, madame, celui qui torture, il est aussi comme un barbare. Il perd des sentiments humains. Il se comporte comme un animal sur l'autre. Parce que le soumettre au même comportement, la personne va souffrir. Voilà pourquoi une faute ne justifie pas que l'on puisse recourir à la torture. On n'ira pas très loin, madame, parce que la question que vous avez posée est intéressante. Un voleur, un malfaiteur qui est arrêté et qui est menotté, est-ce qu'on peut dire automatiquement qu'il y a torture? Nous répondons à cette question par un oui ou non. Oui ou non, pourquoi? Parce que si la personne est dangereuse, une façon de la maîtriser, c'est le menottes. C'est bien, on peut menotter la personne, parce qu'il faut la mobiliser et... c'est la personne qui est brutale
eh bien, on peut chercher comment la maîtriser pourvu qu'on l'amène devant les autorités. Mais ce n'est pas une cause d'excuse pour les agents qui doivent piétiner de n'importe quelle manière ou bien menotter de n'importe quelle manière. Les menottes là, il y a des menottes et menottes. Et les agents qui mettent les menottes, ils sont différents. Quelqu'un vous met les menottes, vous vous retrouvez déjà avec des cicatrices, c'est comme s'il veut casser les bras. Ça, ce n'est pas les menottes. Ça devient, ça entre dans le cadre de la torture. Mais si c'est dans le sens de maîtriser la personne, dans le meilleur sens, de manière civilisée, ok, il n'y a pas de torture. Mais tout ce qui va au-delà, où on cherche maintenant à faire des pressions. Par moment, on fait la pression sur l'individu. Hein. Quand on le fait souffrir, il va sortir même de l'argent. Il va sortir de l'argent pour l'agent qui veut l'amener. Donc ça, c'est ce qui est interdit. Donc, on peut accepter certains actes pour maîtriser la personne, mais ce n'est pas non plus pour faire souffrir l'individu, tout simplement pour le faire souffrir ou pour obtenir de l'argent ou pour obtenir des aveux. Là, c'est strictement interdit. Et notre Constitution dit dans toutes les circonstances possibles, même dans l'état de la situation de guerre, même dans une situation, dans une circonstance d'état d'urgence et consort, la torture est interdite. C'est la Constitution, c'est aussi la loi. Et plus que ça, c'est aussi la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la torture et les peines au traitement cruel, inhumain et dégradant. Partout dans le monde aujourd'hui, la torture est interdite de manière absolue. Merci Maître Henri de toutes ces explications. Recourir à la torture, fidèles téléspectateurs, c'est interdit par la loi et la Constitution, que ce soit en temps de guerre ou celui de paix. Nous poursuivons avec cette émission pour parler du sort réservé à ceux-là qui sont torturés. Maître, est-ce que la loi prévoit quelque chose pour ceux qui sont torturés parce qu'il semble qu'ils sont abandonnés? Quelle est votre opinion là-dessus? Madame, l'opinion, je crois que ceux qui considèrent qu'il y a un certain abandon des victimes de la torture, ils peuvent avoir raison. Je le dis en connaissance de cause. Laissez qu'on félicite quand même quelques autorités de la police, des services de sécurité et même de la justice qui ne tolèrent pas ce comportement parce que c'est inhumain. Et même l'autorité qui voit la torture et il croise les bras, il est inhumain. En quelque peu sauvage aussi, si on peut dire ça. C'est un peu trop fort, on ne peut pas dire des choses comme ça. Mais la torture, vraiment, c'est un acte sauvage, barbare. Donc, la torture, c'est vrai, il y a beaucoup d'autorités qui n'acceptent pas ce genre de comportement. Et les victimes ne peuvent pas se sentir abandonnées, en principe. Parce que, de un, la République a démontré par la Constitution que nous avons, qui interdit la torture dans toutes les circonstances. La République a démontré sa bonne volonté de lutter contre la torture parce que nous avons une loi criminalisant la torture. C'est la loi du 9 juillet 2011. Aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans que la loi existe, même si elle n'est pas encore suffisamment connue. Il faut l'appliquer. Oui, c'est ça, c'est aussi la vulgarisation que nous faisons. Donc, elle n'est pas suffisamment connue, même de ceux-là qui doivent rendre la justice. C'est un peu ça la difficulté. Mais alors, sur le plan juridique, la République a démontré sa bonne volonté d'éradiquer ce phénomène. Mais au moins, malheureusement, dans la pratique, ce qu'on peut dénoncer, c'est qu'il n'y a pas vraiment un suivi. C'est vrai que vous trouvez, par exemple, des circulaires du commissaire général de la police qui interdit la torture et qui demande que tous les agents de la police puissent mener des enquêtes et qu'ils puissent éviter des actes de torture. Ça, c'est déjà très bon. Mais il faut appliquer. De la même manière, au niveau de l'auditorat général, il y a des directives qui demandent à tout officier du ministère public de mener des enquêtes chaque fois qu'il y a des allégations, des cas de torture. Ça, c'est déjà une bonne chose sur le plan des textes. Et maintenant, c'est l'application. Dans l'application, ça pose problème. Il y a beaucoup de cas parfois qui sont dénoncés et là où il n'y a pas de suivi. Là, en tout cas, nous demanderons que les officiers du ministère public
puisse se saisir vraiment de la loi. C'est une loi comme toutes les autres lois. Même si cette loi a comme particularité la poursuite, pour la plupart des cas, des autorités ou des agents de l'État. Donc, tout agent n'est pas bon. Tout agent ne permet pas de faire, n'est-ce pas, l'honneur de la République. Et donc, ceux qui, au sein de l'État, au sein des institutions de l'État, trouvent que c'est anormal, ils doivent condamner sérieusement cet acte, plutôt que d'avoir pitié ou de soutenir, d'appuyer ou de laisser faire ceux-là qui commettent ce pareil acte. C'est ainsi que, avec toutes les normes que nous avons, il faut aller jusque dans l'application. Dans la pratique, vous trouvez très souvent, quand on arrêtait, quand on a dit, les personnes ont dénoncé, eh bien, on retient, c'est encore arrestation arbitraire. Non, ce n'est pas nécessairement arrestation arbitraire, mais il y a aussi torture. Par moment, on ne tient pas compte de cela. Et ici, l'occasion de dire aux victimes de la torture, tangu baza konyokolayo na kati ya kasho, ou bien na parquet, ou bien na service à l'État, ou bien na prison, au moni au occasion, il faut que l'oba, il faut que dénoncer ba pratique wana. Po mipeko na biso nyonso e kondimante makambo oyo ya torture, konyokola mutu po aloba makambo ezangi tina o balingi batia ye na munoko. Tangu mususu eza makambo ya bosolo me balingi kaka banyokola ye po aloba bosolo wana. Ou bien eza konyokola mutu po konakobangisa ye na likambo songolo. Makambo wana epekisami na mibeko na biso. Soki ekomeli yo yebisa batu oyo bakoki kosunga yo po ba sala pe ba poursuite contre mutu oyo aza kosala makambo wana. Donc les victimes ont ce droit de porter plainte. Porter plainte contre tout agent tortionnaire. En tant qu'activiste des droits de l'homme, est-ce qu'il y a un service de contrôle dans les milieux carcéraux qui accompagne toutes ces victimes de la torture, qui sont torturées? Est-ce qu'il y a un service comme ça? Ah, mais quel est le service? D'abord, c'est le service de l'État. Ce sont les services de l'État. Au sein de l'État, l'État est très bien organisé. Parce qu'il n'y a pas un seul service qui s'occupe tout seul d'une situation. Quand vous allez à la police, il y a aussi une inspection de la police. Et quand vous vous trouvez devant un policier ou un OPJ, il a aussi son chef hiérarchique qui peut intervenir quand il y a des abus. Quand vous allez devant les services judiciaires, de la même manière, il y a une certaine hiérarchie et il y a aussi des services qui s'occupent de l'inspection. Ici, vous avez par exemple l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. On a le conseil supérieur de la magistrature qui sont là pour mettre de l'ordre même dans le corps des magistrats. Donc, il faut que les victimes sachent comment, dénoncer d'abord devant les services. Et si on a l'occasion, il faut toucher les défenseurs des droits de l'homme. La plupart des ONG s'occupent de ces questions. Et il y a aussi une solidarité entre les ONG. Lorsque une ONG ne s'occupe pas de la question, elle peut vous référer, elle peut vous amener ou vous orienter vers ceux-là qui s'occupent de ces questions de torture. C'est un problème de la société. La torture se pratique là où la société est organisée de telle sorte qu'on peut accepter ou tolérer ces comportements. Mais lorsque dans la société, il y a une autre organisation telle qu'il faut extirper ce comportement, faire appliquer les lois qui existent, nous espérons qu'on peut appuyer facilement ceux-là qui sont victimes de la torture. Et c'est pourquoi une collaboration s'impose. Une collaboration est très nécessaire. Les services de l'État ont des missions, des moyens pour un travail. Mais ces services sont aussi limités quelque part. C'est pour cette raison que ces services sont appelés à collaborer avec les services, avec les ONG de la société civile qui ont l'information, qui peuvent apporter l'information. Si aujourd'hui vous êtes, par exemple, auditeur général, vous n'avez pas la possibilité de savoir tout ce qui se fait devant toutes les juridictions. Ce sont parfois les ONG qui peuvent apporter l'information auprès de l'auditeur général. Donc, la nécessité d'une collaboration dans le cadre des services. Donc,
importance de la collaboration et les victimes ne sont jamais abandonnées. Il faut donner l'information aux agents, aux services de l'État. Il faut aussi donner l'information aux ONG pour qu'ensemble nous puissions lutter contre ces fléaux. La torture est aujourd'hui un fléau. Et aussi, les services de l'État doivent mieux faire leur travail. Nous avons par exemple l'inspection des parquets. Au niveau des parquets, les parquets, le magistrat au parquet, ils ont ce pouvoir de visiter tous les lieux de détention. Mais est-ce que ça se fait de manière systématique? C'est la question. Et il faudrait mieux que ça soit fait de manière systématique. Et la loi dit tous les lieux de détention doivent être visités. Partout où on arrête, où on détient les individus, il faut accepter d'ouvrir ça, qu'il y ait des visites des autorités. Parce qu'un agent, un simple agent, même un huissier peut cacher un individu là-bas, même l'autorité n'est pas informée. Donc pour rendre aussi un bon service à cette autorité, qu'elle soit informée, il faut permettre que même les ONG puissent visiter les lieux de détention, savoir quelles sont les conditions de carcération, de détention. Il y a des milieux qui sont invivables, hein, par manque de moyens. On n'a pas suffisamment de moyens, nous savons que la République aujourd'hui n'a pas suffisamment de moyens. Pour s'occuper d'abord seulement des cachots, au lieu de s'occuper même du social des Congolais. Mais les cachots là aussi. Mais il y a des cachots où quand on entre, c'est la mort, c'est le mouroir. Je reviens pour vous donner un dernier mot parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Mettre un peu rapidement, il nous reste peu de temps, juste pour vous poser la question du travail que mènent les organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Parce que vous vous plaignez de ce que ces milieux carcéraux ne sont pas accessibles à tous, mais quel est le travail que ces ONG font et comment est-ce qu'il faut aider tous ceux qui subissent les cas de torture, y compris aussi la BCNDH? Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme visite les lieux de détention, mais par moment on peut aussi lui refuser de visiter certains lieux de détention. Et donc c'est un problème national, et un problème des autorités, d'avoir la bonne foi, d'accepter que non, nous sommes tous des Congolais et des Congolaises, et nous avons droit à la dignité, et nous avons des textes qui interdisent ce comportement. Et donc, faciliter, dans n'importe quelle infraction, il faut juger la personne selon le respect des règles. C'est la civilisation, on respecte les règles. Ce n'est pas une vengeance privée des individus où on applique la violence. L'État a le monopole de la violence, mais c'est une violence organisée. Ce n'est pas de la barbarie. Donc voilà, donc cette organisation importante. Mais les ONG aussi. Vous savez, il y a, on en parlera peut-être prochainement, ce qu'on appelle le mécanisme national de prévention. La RDC a signé le protocole facultatif à la Convention contre la torture qui organise la création, qui organise les visites des lieux de détention. Nous avons déjà ratifié ce texte-là. Mais sur le plan pratique, on n'a pas encore bien organisé ces visites des lieux de détention parce que dans certains milieux, on peut être accepté, dans d'autres, on peut être refusé. Or, il est normal que tous les lieux de détention soient visités. Et s'il y a la justice à faire, que la justice s'occupe de son travail pour l'intérêt de tout le monde. Comme on dit, la justice... Comme on nous dit, la justice élève une nation. Et la torture ne peut pas être utilisée comme une peine. Quand il y a des problèmes de personnes qui ont des conflits, allez en justice, que la justice fasse son travail. Mais aujourd'hui, par malheur, vous pouvez trouver des gens qui sont amenés dans des cachots comme sanction. Donc, c'est de la torture. Merci. Il y a aussi des arrestations arbitraires de la torture. On va en parler prochainement, fidèles téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission DH à la portée de tous qui a passé en revue la situation sécuritaire, militaire, mais pourquoi pas la situation sur toute l'étendue de la République selon la restitution de la MONUSCO, mais aussi comme thème la torture, et que ce soit en temps de guerre ou celui de paix, elle ne doit pas être appliquée, la dignité humaine exige. Nous avions derrière les caméras JC Bakou, Junior Mukonzo, et à la réalisation Dino Lumbongo et aussi à la régie et Wing Mukuna Dakin. Nos remerciements plutôt à cette technique qui nous a tenu compagnie et qui a permis la réception de cette émission dans vos maisons. Pourquoi pas la radio-télévision catholique et Likia, la radio qui fait la promotion des droits de l'homme.
pour ce beau cadre qui nous a permis de vous présenter cette émission dans les meilleures conditions. Je vous remercie aussi de tout cœur, Maître Henri, d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.